Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Les violences redoublent en Irak 2 jours après l'annonce de la capture de Saddam Hussein. 5 émeutiers ont été tués par l'armée américaine dans les régions sunnites. On sait maintenant que l'ancien dictateur a été trahi par un proche. L'homme qui a donné le renseignement serait un propriétaire terrien d'une 50aine d'années. Un événement aussi dans ce journal, la première réaction d'un haut dignitaire du régime de Saddam Hussein, Mohamed Al-Douri, ex-ambassadeur de l'Irak à l'ONU. Il sera avec nous. Dernière consultation en France avant l'annonce présidentielle sur la laïcité. Jacques Chirac, qui a reçu Jean-Pierre Raffarin, devrait se prononcer pour une loi. Décision demain à 16h30. Une opération de police sans précédent menée dans les milieux pédophiles. 75 personnes interpellées, la plupart ont été relâchées. Elles étaient entendues dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la petite Estelle. L'euro est entré dans les têtes. La majorité des consommateurs ne souhaitent plus le double affichage. C'est ce qu'indique un sondage réalisé dans les 12 pays de la zone. Une exception, la France. Enfin, la pollution, c'est d'abord dans la maison. Première campagne nationale. 700 logements tirés au sort seront soumis à des tests. Objectif, mieux lutter contre les allergies. On commence par l'Irak ce soir encore, car l'agitation redouble, non pas celle de la guérilla, mais bien celle de la rue, celle des partisans de Saddam Hussein. Les émeutes sont limitées aux régions sunnites, mais elles sont violentes. Dans la ville de Ramadi, par exemple, les Américains ont tiré à balles réelles. On retrouve l'une de nos équipes sur place, Martine Laroche-Joubert, Patrick Desmely. La nuit tombe sur une manifestation pro-Saddam Hussein. Au loin, sur la rue principale de Ramadi, les blindés américains entrent en action. Les GI ouvrent le feu, 2 morts et des blessés. Des scènes révélatrices d'une extrême tension dans le triangle sunnite proche de Bagdad. Aujourd'hui à Falloujah, c'est un train de ravitaillement pour les Américains qui est attaqué. Pas de blessés, mais les pillards se jettent sur tout ce qu'ils trouvent. Dans le centre-ville, un ordre lancé par haut-parleur sur un blindé enjoint aux habitants de rentrer chez eux. Bagdad, ce matin. Dans l'enceinte d'une mosquée sunnite, le cercueil d'un manifestant tué par les Américains. À ses côtés, ses proches et son père. Il était avec les manifestants. Je lui ai dit de ne pas rester, mais les Américains ont tiré sur lui. Il est tombé et de nouveau ils ont tiré. Il n'était pas armé. Dans ce cimetière, les Irakiens enterrent ceux qu'ils appellent les martyrs de Saddam, ceux qui sont morts, tués par les Américains. Nous, les Fédaïnes, on va continuer de se battre et de tuer les Américains. Le Coran nous le permet. On va les égorger comme des moutons, avec ou sans Saddam Hussein. Ici, l'arrestation de Saddam Hussein ne signifie pas le retour au calme. Voilà, agitation spectaculaire, mais rappelons-le, limitée aux régions sunnites. On retrouve en direct Martine Laroche-Joubert à Bagdad. Bonsoir Martine. Sait-on en fait où se trouve Saddam Hussein et s'il est toujours interrogé ? Alors Saddam Hussein n'est pas au Qatar, ça a été démenti. Alors il se trouverait dans une prison construite spécialement pour lui par les Américains, dans le rectangle qui entoure l'ancien aéroport international de Bagdad, qui s'appelait d'ailleurs il n'y a pas si longtemps l'aéroport Saddam. Alors là sont les anciens dignitaires du régime, dont Tarek Aziz, qui l'a formellement reconnu. Martine, est-ce qu'on sait si Saddam Hussein est loquace, s'il répond aux interrogatoires ? Alors les Américains disent qu'ils parlent un peu, mais en tout cas Saddam Hussein nie complètement être derrière les attentats anti-américains. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'était dans le journal irakien aujourd'hui, le récit d'une rencontre entre les dirigeants du conseil intérimaire irakien et Saddam Hussein. Alors ils l'ont rencontré dans une chambre en présence de Paul Bremer et bien entendu ils lui ont posé des questions. Ils lui ont demandé mais pourquoi tant de massacres, tant d'exécutions? Et là il a répondu que ça ne les regardait pas et que de toute façon ces gens-là étaient des bandits. Alors ils lui ont dit mais pourquoi vous ne vous êtes pas défendu quand les Américains vous ont pris? Il n'a rien dit. Ils ont insisté, mais alors vous êtes un lâche. Et là, il a répondu, je suis votre président. Merci Martine. J'ajoute cette information qui nous vient de Washington. C'est la CIA qui sera chargée des interrogatoires de Saddam Hussein. C'est ce qu'indique Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, qui qualifie de résigner l'attitude de Saddam Hussein
Information qui nous est parvenue il y a quelques minutes. Autre élément livré aujourd'hui, en fait c'est une confirmation, Saddam Hussein a bien été trahi par un proche de sa tribu en tout cas. Son identité n'a pas été dévoilée. Il s'agirait d'un propriétaire terrien de la région de Tikrit. Maryse Burgot. Qui a trahi Saddam Hussein? Qui a indiqué le lieu, cette ferme désormais célèbre où il se cachait? Son nom et son visage resteront secrets pour des raisons de sécurité, mais ce commandant chargé de la traque de Saddam Hussein livre aujourd'hui à un journal américain quelques détails sur le profil de l'indicateur. D'abord, c'est un proche de la famille de Saddam Hussein. Le Raïs a été vendu par l'un des siens. Il serait sunnite, propriétaire terrien et vraisemblablement officier supérieur d'une ex-unité d'élite de Saddam Hussein. Un indicateur que les GIs traquaient depuis des mois à Tikrit, à Samarra et même à Bagdad. Une véritable chasse à l'homme qui s'est achevée vendredi dernier lors de l'arrestation d'un groupe d'ex-militants du parti Baas. Parmi eux se trouve l'homme que cherchent les Américains. L'indicateur est transféré samedi matin à Tikrit, près de l'unité chargée de traquer le Raïs. Pendant toute l'après-midi, il est interrogé, il tergiverse, donne de fausses indications, puis craque et indique la localisation de la ferme. Les GIs sont envoyés tout de suite sur le secteur. Une unité repère deux hommes. L'un pourrait être le cuisinier de Saddam, l'autre son chauffeur. Alors que ces deux hommes tentent de s'enfuir, l'indicateur montre lui-même la cache de Saddam Hussein dissimulée sous des ordures et que les Américains n'avaient pas encore trouvée. En fait, l'informateur aura été un homme quasiment aussi recherché que Saddam Hussein lui-même. Et on ignore encore s'il a touché ou pas la fameuse prime de 25 millions de dollars. Autre interrogation, elle concerne l'attitude de Saddam Hussein, très conciliante au moment de sa capture. Alors une hypothèse est de plus en plus évoquée par la famille du dictateur déchu, mais aussi par des services de renseignement occidentaux, l'utilisation d'une drogue ou d'un gaz neutralisant. Jacques Cardoz. Cette image montre un Saddam Hussein amorphe, hagard. Pour certains de sa famille, elle montre aussi un homme sous l'emprise d'une drogue. Les forces américaines ont-elles utilisé des substances dures autres que des gaz lacrymogènes? L'hypothèse n'est aujourd'hui défendue que par les plus proches de Saddam. Ce matin, sur la chaîne arabe d'information en continu Al Arabiya, la fille aînée du président déchu s'en est dit convaincue. Vous croyez qu'ils auraient pu le capturer sans le droguer? Moi, je n'ai pas de doute. J'en suis sûr. Dans une interview donnée à ce quotidien arabe, Nawal Ibrahim Al-Hassan, l'une des sœurs de Saddam, va plus loin. Elle parle de gaz innervant, paralysant. Saddam Hussein ne peut se rendre de cette façon. Il a sûrement été drogué ou paralysé. S'il était en possession de ses forces physiques et mentales, il se serait battu jusqu'à la mort. Aujourd'hui, aucune source officielle ne confirme ni n'infirme l'utilisation d'un gaz. Mais si tel a été le cas, l'exiguïté des lieux ne permettrait pas l'usage d'une substance puissante à base de LSD ou d'opiacés. Selon certains experts, les conséquences eurent été fatales à Saddam Hussein. L'exiguïté de l'endroit rendait l'utilisation, je dirais, de substances psychoactives particulièrement dangereuses. On ne peut pas écarter en revanche l'utilisation de substances lacrymogènes ou irritantes qui auraient pu servir à neutraliser Saddam Hussein dans sa cache. Certaines unités américaines seraient équipées de gaz puissants qui peuvent provoquer des troubles mentaux. Mais selon les experts en armes chimiques, leur maniement complexe exige d'étudier au préalable la cible et les lieux de l'intervention. Voilà, un événement ce soir. Pour la première fois, un ancien dignitaire du régime va réagir à la capture de Saddam Hussein. Vous vous souvenez sans doute de lui, il s'agit de Mohamed Al-Douri. Regardez ces images, il était il y a un an encore l'ambassadeur de l'Irak à l'ONU, donc un rôle de premier plan. On le voit ici dans l'enceinte des Nations Unies. Il a ensuite quitté New York après la chute de Bagdad. Alors bonsoir Monsieur Al-Douri, vous êtes en duplex avec nous de Doha, au Qatar, où vous résidez depuis plusieurs mois. Quel a été votre sentiment en découvrant Saddam Hussein aux mains des Américains? Du soulagement ou de l'amertume? Bon, certainement de l'amertume pour plusieurs raisons, non pas pour une seule raison. D'abord, il a été le symbole de l'Irak pendant à peu près 35 ans. Donc ça a affecté nos émotions, nos vies, la vie de tous les Irakiens. Donc quand on le voit de telle façon humilié, comme tout le peuple irakien humilié pendant après 8 mois déjà sous l'occupation américaine, donc bien sûr ça m'a
dérangé, bien sûr. On va parler de la situation actuelle, mais d'abord un mot du passé tout de même, Monsieur Al-Douri. Vous avez servi Saddam Hussein pendant de très nombreuses années. Est-ce que vous avez un remords? Est-ce que vous avez un regret? D'abord, j'ai servi mon pays. Je n'ai pas servi une personne. Je n'ai pas servi Saddam Hussein. Tout de même, c'est lui qui était à la tête de ce pays. Oui, bien sûr, c'est tous les Irakiens donc qu'ils ont servi. Non, nous avons servi notre pays, et avec joie d'ailleurs, avec honneur, et nous allons continuer de servir notre pays. Vous n'avez pas de remords? Pas de remords, non, pas du tout. Au contraire. Est-ce que vous pensez... D'après ce qu'on voit actuellement, certainement nous avons beaucoup servi notre pays et notre peuple, et j'espère que nous allons continuer à le servir d'une façon propre et nationale, rationnelle et avec beaucoup d'intérêt. On comprend que la situation actuelle vous désole. Est-ce que vous pensez que la capture de Saddam Hussein peut légitimer le gouvernement provisoire en place actuellement, qui a été mis en place par les Américains, et améliorer la situation? Écoutez, on ne peut jamais légitimiser une occupation. C'est contraire à la Charte des Nations Unies, c'est contraire au principe du droit international, c'est contraire à toutes les règles du droit en général. Cela signifie que vous approuvez les actions de guérilla? Pardon? Cela signifie que vous approuvez les actions de guérilla? C'est la résistance nationale, j'appellerai, non pas guérilla, je l'appellerai résistance nationale, et je crois qu'ils ont tout le droit de faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour obliger l'occupant de quitter le pays le plus tôt possible. Est-ce que vous convenez tout de même, Monsieur Al-Douri, pour conclure, que Saddam Hussein doit être jugé et doit répondre de ses crimes? Moi, je crois que ça, c'est le peuple irakien qui doit le faire. Et d'ailleurs, il doit le faire devant le peuple irakien. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de problèmes durant 35 ans. Le peuple irakien, quand même, beaucoup de gens ont souffert. Donc, il est obligé de répondre à toutes les questions. D'ailleurs, c'est le peuple irakien qui va lui demander cela. Voilà, merci à Monsieur Al-Douri qui était à Dubaï et non pas au Qatar. Entretien enregistré un peu plus tôt dans la soirée. Deux précisions d'ailleurs à propos de ce procès. D'abord, il ne pourra pas avoir lieu avant plusieurs mois car le tribunal spécial irakien vient seulement d'être créé. C'est l'un de ses responsables qui l'affirme. Et puis l'avocat français Jacques Vergès, l'homme des causes impossibles, se dit prêt à défendre Tarek Aziz, il va rencontrer sa famille en Jordanie, mais aussi Saddam Hussein lui-même. En tout cas, les images soigneusement mises en scène de cette arrestation humiliante étaient faites pour frapper les esprits. Elles suscitent des réactions mitigées dans le monde arabe, dont Saddam Hussein était l'un des héros. Reportage au Caire, commenté par Bertrand Coq. Si les rues du Caire reflètent l'opinion arabe, ce qui domine après l'arrestation de Saddam Hussein, c'est un sentiment d'humiliation. Comme des millions de téléspectateurs, les Arabes ont vu le médecin américain fouiller la barbe du captif. L'image les a choqués, certains refusent encore d'y croire. C'est une humiliation pour tous les Arabes, dit ce jeune homme. Moi qui ai vécu en Irak, affirme l'homme au turban, je peux vous dire que ce n'était pas Saddam Hussein. Saddam Hussein, lui, ne se serait jamais rendu. Tous ne regrettent pas la capture de Saddam Hussein, mais la manière, les images et le manque de courage de l'homme qui pour beaucoup incarnait la résistance à l'Amérique. Quand j'ai vu que c'était les Américains qui l'avaient arrêté, ça m'a fait mal. J'aurais voulu que ce soit les Irakiens eux-mêmes qui le fassent, ou mieux encore qu'ils se suicident. Saddam Hussein n'a pas seulement détruit son pays, il a détruit le monde arabe et provoqué l'intervention des forces étrangères dans nos affaires. Pour les Égyptiens comme pour leurs éditorialistes, la fin de Saddam Hussein renforce un peu plus la mainmise de l'Amérique sur la région. Ces images, analyse ce journaliste, étaient un message de la première puissance mondiale à l'attention des Arabes et du tiers-monde. Si vous ne vous soumettez pas, voilà ce que sera votre sort. Car si la neutralisation du tyran de Bagdad est le prélude à la démocratisation de l'Irak, plus d'un dirigeant arabe peut aujourd'hui s'inquiéter pour son avenir.
Des images de Saddam Hussein qui en tout cas suscitent des réactions jusqu'au sein même du Vatican. Il a été traité comme une vache, a déploré un cardinal, c'est l'expression qu'il a employée. Alors on retrouve en direct Claude Sampère à Washington. Bonsoir Claude. Dans la presse américaine aussi apparemment, on commence à se demander si la diffusion de ces images n'a pas été maladroite ou contre-productive. Effectivement, le débat existe aussi ce soir aux États-Unis. Vous savez, pendant des mois, des stratèges en communication à la Maison-Blanche et au Pentagone ont réfléchi à la manière d'annoncer au monde la capture de Saddam Hussein. Deux scénarios étaient prévus. Que dire? Quelle image montrer si Saddam Hussein est pris vivant? Que dire et quelle image choisir si Saddam Hussein est tué lors de son arrestation ou s'il met fin à ses jours? C'était une stratégie de communication où tout était prévu dans les moindres détails, une stratégie approuvée par le président Bush. Et samedi soir, quand Saddam Hussein a été arrêté, il va s'écouler encore près de 19 heures avant que l'on révèle au monde cette première image de Saddam Hussein. À ce moment-là, il fait nuit noire à Washington et pourtant il y a des dizaines de personnes qui travaillent dans les bureaux et qui vont choisir avec précision cette image. On aurait pu par exemple présenter Saddam Hussein rasé avec des vêtements propres dans une cellule derrière les barreaux. Non, on a choisi l'image que tout le monde connaît maintenant. Eh bien, aux États-Unis ce soir, il y a un vrai débat autour de cette image, autour de cette stratégie de communication. Plusieurs anciennes victimes de Saddam Hussein, des citoyens américains qui avaient été pris en otage durant la première guerre du Golfe, ont dit que quand ils avaient vu pour la première fois cette image, eh bien ils avaient eu pitié de Saddam Hussein. Ce soir, ici, beaucoup de personnes se demandent donc si finalement cette stratégie de communication si finement pensée ne va pas maintenant se retourner contre les États-Unis. Merci Claude. Une image encore de New York où les fabricants de jouets sont très réactifs. Ils viennent de fabriquer une nouvelle poupée baptisée Saddam prisonnier, une figurine d'une trentaine de centimètres. Vous le voyez, barbu et hirsute comme l'ancien despote. Pas forcément le cadeau de Noël du meilleur goût, disons-le. Et puis l'ancien secrétaire d'État américain James Baker était à Paris aujourd'hui. Il a été reçu par Jacques Chirac. But de sa mission, obtenir l'allègement de la dette accumulée par le régime de Saddam Hussein. Bagdad doit 40 milliards de dollars aux États occidentaux, dont 3 milliards à la France. La France qui souhaite que la négociation soit multilatérale et qui souhaite aussi traiter avec un État souverain, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, vous le savez, en Irak. Et puis n'oublions pas qu'en toile de fond de ces négociations, il y a aussi la question, bien sûr, des marchés de la reconstruction. En France, jour J-1 pour la laïcité, c'est demain que Jacques Chirac annoncera ses arbitrages devant 400 personnalités réunies à l'Élysée. Ultime concertation aujourd'hui, le président de la République a reçu Jean-Pierre Raffarin. Alors de l'avis général, une loi contre les signes religieux à l'école devrait bien être annoncée. En revanche, l'idée de 2 jours fériés supplémentaires à l'école pour des fêtes juives et musulmanes serait abandonnée, une idée qui n'a pas vraiment convaincu. À Lille, Frédéric Vion, Patrick Wurstorm. Il est 17 h, l'heure de la sortie au lycée Montebello, l'un des plus gros lycées publics de Lille. Ici, les élèves sont de toutes origines. Les réserves du gouvernement sur la création de nouveaux jours fériés, ils en ont entendu parler, bien sûr, mais eux sont plutôt pour. Un jour férié, ça ne se refuse pas. Comme Noël, tout le monde en famille, pour l'Aïd, tout le monde en famille, ça pourrait être une bonne idée, oui. Je pense que des enfants qui sont d'une autre religion, si dès leur plus jeune âge à l'école, ils ont ces jours fériés, ces fêtes-là comme jours fériés, ils vont connaître ces religions et ça va les rendre plus tolérants. Normalement, si on va dans ce mouvement-là, on devra donner un jour férié pour toutes les religions. Ça fait que dans l'année, on n'aura pas beaucoup cours alors. Oui, ça fera trop de jours fériés. Ça fera trop de jours fériés. Mais dans cet autre lycée, les réactions sont différentes. Au lycée musulman de Lille, soumis à une forte pression médiatique ces derniers temps, les caméras ne sont plus les bienvenues. Vous arrêtez de fumer, s'il vous plaît. Ici, l'Aïd el-Kébir est une question qui intéresse, mais la consigne est claire. Non, je ne répondrai pas aux questions. Aucune interview ne sera acceptée de quelque journaliste que ce soit pour un moment déterminé, bien déterminé, voilà. Pour l'instant donc, une seule chose reste certaine, les vacances de Noël, elles, sont pour bientôt, et pour tout le monde, quelle que soit la religion. À propos du voile maintenant, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, une loi devrait donc être annoncée contre tous les signes religieux à l'école. Un sondage inédit et intéressant à ce propos, celui du magazine Elle, réalisé auprès de femmes nées dans des familles d'origine musulmane et vivantes évidemment en France. 53% d'entre elles, donc la majorité, se déclarent opposées au port visible d'un signe d'appartenance religieuse en classe. Même tendance pour les administrations. À la veille de la décision, une question ce soir, le voile est-il un devoir
religieux. C'est ce qu'indiquent les autorités de l'islam en France. Mais cette interprétation est contestée, y compris par de grands spécialistes. Vanessa Rouet, Nadine Picard. Des mots, l'historienne qui enseigne aux 2e années d'arabe a une spécialité rare, l'islam des origines. Dans le Coran, le mot hijab ne désigne jamais une pièce d'habillement. Alors ça désigne quoi? Thème abordé, le voile, ou plutôt l'habit musulman tel que l'histoire et non la religion, l'appréhendait du temps du prophète Mahomet. La question du voile dérange, mais tous, musulmans ou non, assisteront au cours. Il est obligatoire pour passer en licence d'arabe. Vous allez me dire si ça vous choque ou pas. On entend dire à l'extérieur que je porte cet habit parce que le Coran me l'impose. Sur un plan historique, le Coran n'impose pas un habit musulman. Le Coran demande aux femmes d'avoir une tenue décente qui était l'habit local de l'époque. Il arrive que certains quittent la salle. Cette lecture de l'histoire est parfois dure à admettre, dure à entendre, dès lors qu'elle bouscule des croyances religieuses. Habituée au porte-qui-claque, Jacqueline Chabi poursuit son analyse. Les versets du Coran s'adressent d'abord aux hommes qui vivaient dans l'Arabie tribale, au 7e siècle après Jésus-Christ. Ce que je veux leur faire comprendre, c'est que, bon, elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres de leurs vêtements, mais elles ne reproduisent pas, en s'habillant comme elles le font, un quelconque modèle antérieur. L'islam a ceci de particulier que les versets auraient été révélés directement à Mahomet par l'ange Gabriel. Ils sont donc sacrés et d'autant moins discutables aux yeux des musulmans. Je me sens très seule parce que c'est une période sur laquelle pèsent de nombreux tabous. L'islam n'a pas travaillé sa propre histoire. Je dirais que l'islam ignore son histoire en surestimant constamment le religieux et en croyant que les musulmans ont toujours été musulmans et pratiquement pas des hommes. Les textes musulmans anciens vous disent quoi? Les femmes faisaient quoi? Elles venaient sur le champ de bataille, elles enlevaient leur voile de tête et elles montraient leur poitrine. Les femmes étaient là pour, on pourrait dire, exciter les combattants d'une certaine façon. Une phrase, un mot de trop et les esprits s'échauffent. Arrêtez d'être choqués. Vous n'avez pas à être choqués ici. Non. Bon. Vous avez, donc, je vous rapporte des passages qui disent ce genre de choses. Encore une fois, vous n'avez pas à juger comme ça. Il y a de ce rap, il y a le voile dedans. C'est obligé, c'est obligatoire. Des fois, c'est basé sur des faits réels et des fois sur le Coran. C'est comme elle veut, le prof. Moi, je ne sais pas me situer d'un point de vue religieux. En tant que professeur d'histoire, je ne peux vous donner qu'un point de vue historique. Je ne suis pas imam. Je ne suis pas imam. Je ne le serai jamais. Jacqueline Chabi ne prétend à aucune vérité. Elle recherche la réalité historique et espère nourrir l'esprit critique de ses étudiants, quelle que soit leur confession. L'enquête sur la disparition de la petite Estelle en région parisienne, elle a donné lieu à la plus importante opération de police jamais menée dans les milieux pédophiles. 75 interpellations. Toutes les personnes déjà condamnées et qui ont un lien plus ou moins direct avec la zone de disparition ont été entendues. Loïc Delamornay, Bruno Vignier, Chloé Lecomte. Je suis de la police judiciaire de Versailles. Je voudrais que vous m'ouvriez la porte, s'il vous plaît. Il fait encore nuit tôt ce matin, mais ces policiers sont déjà à pied d'œuvre. Dans cette maison de Seine-et-Marne, les enquêteurs vont fouiller chaque recoin pour trouver des indices. Vêtements d'Estelle, coupures de presse, mais ils vont surtout saisir le disque dur de l'ordinateur à la recherche d'éventuelles images pédophiles. Le locataire de cette maison a déjà été poursuivi pour attouchement sexuel. Il fait partie d'une des 84 cibles visées par cette large descente de police. En effet, au même instant, l'opération se répète dans toute la France, comme ici à Lille. Au total, 450 policiers ont été mobilisés. Ce n'est pas une opération la dernière chance, parce que l'enquête serait au point mort, que l'on ne saurait plus quoi faire. Ce n'est absolument pas ça. Nous sommes dans la logique d'une enquête au long cours. Les suspects sont ensuite emmenés en garde à vue. Ils vont être interrogés sur leur emploi du temps le 9 janvier 2003, jour de la disparition d'Estelle. Ils vont également subir un prélèvement de salive destiné à alimenter le fichier ADN de la police. Le décret qui le leur permet est tout frais. Il a été publié hier au journal officiel. Les enquêteurs n'ont pas perdu une minute. Mais malgré la diffusion en juin dernier du portrait robot d'un suspect, malgré les efforts des 17 policiers permanents de la cellule Estelle,
L'enquête n'a toujours pas abouti. Ce soir, la plupart des suspects ont été relâchés, mais pour la police, il y a déjà un point positif. Le nombre de pédophiles recensés dans le fichier des empreintes génétiques a augmenté. Commentaire du père d'Estelle Mouzin, tout ce qui peut permettre de retrouver Estelle est bon, fin de citation. Émotion au collège de Moissy en Seine-et-Marne. Un élève de 14 ans est mort après une chute provoquée par un camarade, une sorte de croche-pied dans la rue et non pas dans la cour de l'école. Il s'agissait d'un jeu apparemment très banal. Aurélien Guillemin, Francis Forget. Éric avait tout juste 14 ans, il venait d'entrer en 3e. C'est la dernière photo que ses parents auront de lui. On est effondré parce que perdre un gamin à 14 ans à cause d'une bêtise pareille. Vendredi dernier, à la sortie du collège, Éric se cogne violemment la tête sur l'un de ses piquets de bois. Un camarade vient de lui faire une balayette, une sorte de croche-pied. Dans l'heure qui suit, le jeune garçon est hospitalisé. Il se plaint de violents maux de tête, mais ressort de l'hôpital sans examen approfondi et avec une simple prescription de paracétamol. Son état ne nécessitait pas d'imagerie, de radiographie en l'occurrence, puisque l'examen neurologique, en dehors de maux de tête, ne présentait pas de critères indiquant la réalisation de radio ou de scanner. Placé sous la surveillance de ses parents, Éric rentre donc chez lui. Il meurt dans son lit quelques heures plus tard. Mon fils, ils auraient dit on vous le garde 24 heures pour faire des examens complémentaires ou voir s'il n'y a pas de réaction. Bon, bah, c'est tout à fait normal. C'est pas notre métier, nous, d'être médecins. J'en veux au gamin qui a fait le croche-pied, mais j'en veux surtout à l'hôpital parce que bon, le gamin, c'est une dispute entre gamins, c'est bon. Mais non, à l'hôpital, quand même, c'est des spécialistes. Ils auraient dû au moins le garder en observation. Alors qu'une enquête judiciaire a été ouverte, les parents d'Éric s'apprêtent à déposer plainte. Selon les premiers éléments de l'autopsie, leur fils souffrait d'une fracture du crâne qui n'avait pas été détectée. En bref, l'arrestation de Michel Lys, détenu en cavale depuis 5 jours après une évasion rocambolesque alors qu'il était interrogé dans les locaux de la police judiciaire de Lille. Michel Lys est soupçonné du meurtre d'une femme de 40 ans. Il a été interpellé en plein centre-ville et n'a opposé aucune résistance. Économie, l'euro s'est imposé dans les porte-monnaies, mais aussi dans les esprits. Plus besoin du double affichage, c'est en tout cas l'avis d'une majorité de consommateurs, si l'on en croit un sondage réalisé dans les 12 pays qui ont adopté la monnaie unique. Une exception, la France. Elisabeth Esley, Carole Gréco. Le double affichage des prix, on continue à s'y accrocher, mais plus ou moins. 46% des Européens seulement veulent le conserver, contre 67% des Français. Parce que nous sommes victimes d'une conversion particulièrement difficile. Il y a des tables que tout le monde connaît comme la table des deux, là les Allemands, puis il y a des cas difficiles, comme les Français, où c'est 6,55, 954. Alors qui connaît la table des 6,55, 954 ? En fait, la vraie conversion, c'est 6,55, 957. Dans ce magasin, le double étiquetage est encore présent partout. Si ça peut rendre service à des tas de gens, oui. Moi, ça ne m'empêchera pas de vivre si on ne le met pas. Je dépense un peu sans vraiment calculer. J'ai du mal encore à me rendre compte combien la valeur de l'euro. Il n'y a que pour les petits achats répétitifs que l'on s'y retrouve sans difficulté. D'ailleurs ici, les doubles prix ont disparu depuis longtemps. Vous pensez toujours en France Pour mes petits achats comme ça, franchement, je me pose pas la question. Sinon, ouais, pour les gros achats, ouais, je suis obligé. 1 euro, s'il vous plaît. En tout cas, ce qui fait l'unanimité en Europe, c'est le mécontentement lié au passage à l'euro. Parce que pour 89% des Européens, la mise en place de la monnaie unique est associée à l'augmentation des prix. Économie encore, la simplification administrative est à l'œuvre. Les travaux ont commencé il y a 2 ans et demi. Il s'agit de mettre fin au jargon, de rendre les formulaires compréhensibles et ça avance. Hier, c'est le nouveau document concernant le RMI qui a été présenté. Stéphanie Davoigneau, François-Julien Piednoir. Activité, maladie, radiation, ouvrir, supplément au chômage. Et là, il y a des choses que vous ne comprenez pas ? Moi, j'ai dû avoir des explications par quelqu'un d'autre parce que j'avais pas compris les 3 cases en fait. Ils essaient de traduire automatiquement dans leur langage et leur langage, je trouve, ne répond pas complètement à notre souci. Formule alambiquée, termes vieillots, phrases interminables. Le vocabulaire de l'administration, même ce spécialiste de la langue, a parfois du mal à le comprendre. Je vous précise que ce seul document ne vous autorise pas à exercer une activité professionnelle. Toutefois, la situation de l'emploi ne vous est pas opposable.
Absolument, je ne sais pas. Je suis incapable d'en tirer une conclusion. Alors depuis 2001, il préside un comité chargé de simplifier les formulaires. L'État doit parler aux usagers la langue qu'il leur enseigne à l'école. Et à l'école, on n'enseigne pas la langue administrative. Dernière réalisation, la demande de RMI. Dans la nouvelle version, l'adjectif patronymique est supprimé. Trop compliqué. L'expression votre nom est suffisante. L'administration doit apprendre à parler simplement. Certains fonctionnaires reçoivent même un lexique administratif pour les aider. Et voilà le résultat. Je me vois contraint de vous mettre en demeure de déférer aux prescriptions susvisées. Phrase assez complexe, on pourrait dire tout à fait la même chose avec ces mots. Je suis obligé ou je dois vous demander de respecter les instructions mentionnées plus haut. Une amélioration nécessaire. Parce qu'ils n'arrivent pas à remplir les formulaires, 15% des personnes en difficulté ne bénéficient pas de leurs droits. En bref, un coup de semonce pour EDF. Le commissaire européen à la concurrence Mario Monti confirme que le groupe devra rembourser une aide de près de 900 millions d'euros versée par l'État. Une aide qui a faussé la concurrence selon Bruxelles. Il demande aussi la levée de la garantie illimitée de l'État pour les mêmes motifs. Le gouvernement français a promis de le faire avant le 1er janvier 2005. Ce pourrait être une première étape vers la privatisation. C'est en tout cas ce que craignent ces salariés qui manifestaient aujourd'hui à Caen où se trouvait le président d'EDF. Et à la frontière entre l'économie et les affaires policières, cette étude stupéfiante, c'est le cas de le dire, de l'ONU sur la production de hashish au Maroc. 47 000 tonnes par an, c'est beaucoup plus que ce qu'on pensait, pour un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars, si on le rapporte au prix de la vente aux consommateurs. C'est énorme, la superficie cultivée couvrirait 134 000 hectares, l'équivalent de presque un quart de la France. La France qui, avec l'Espagne, constitue le premier débouché de cette production, qui s'écoule par le détroit de Gibraltar. Mission quasi impossible pour la police et les douanes. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Fanny Auvergne, Yves Jacquin. Sur son écran radar, le pilote d'hélicoptère a repéré quelque chose. Aussitôt, il ordonne aux bateaux des douanes de se diriger vers cet objectif. Nous sommes en mer Méditerranée, entre l'Espagne et le Maroc. Sans aucune lumière, les douaniers espagnols s'approchent. Tout à coup, l'hélicoptère pique au ras de l'eau et avec le bateau encercle l'embarcation suspecte. Ce soir-là, il s'agit d'un entraînement au large de Gibraltar. C'est dangereux, ce sont des opérations risquées, surtout quand il s'agit de poursuivre des embarcations en pleine mer. 90% du hashish consommé en France transite par cette zone de la Méditerranée, alors il faut être vigilant. Prise d'assaut d'un hors-bord par les douaniers au large. À bord, des centaines de kilos de résine de cannabis. Ces images ont été tournées par les douaniers il y a quelques mois. Infiltrer les mafias prend des mois. Alors, l'immense majorité des cargaisons de hashish et parfois de cocaïne échappent à la vigilance des douaniers. Ce jour-là, 10 trafiquants sont arrêtés, mais la plupart du temps, ils réussissent leur passage. Cela rapporte 40 000 € au pilote du bateau. Mais sur les plages, la brigade au sol les attend. Ici, c'est une zone chaude autour de Malaga, parce qu'on est juste en face du Maroc. Alors c'est chaud. Jumelles infrarouges, déplacements discrets, les douaniers ne doivent pas être repérés par les guetteurs sur les plages, jusqu'au dernier moment. Quand ils déchargent, c'est leur point faible. C'est là qu'on leur tombe dessus. Ils sont obligés d'abandonner leurs marchandises sur place et ne peuvent pas nous échapper. Luis, c'est un peu la vigie du détroit de Gibraltar. 18 ans qu'il est douanier. Pour lui, la solution pour lutter contre le trafic, c'est la coopération. Il n'y a aucune collaboration avec le Maroc. C'est dommage. Ce n'est pas comme avec la France ou le reste de l'Europe, avec qui nous travaillons beaucoup. Et voici le résultat des efforts des douaniers. Plus de 700 bateaux de toute taille équipés de moteurs très puissants. Le butin de 2 ans de saisie quasi quotidienne. Un record que les autorités espagnoles espèrent battre l'année prochaine. La lutte contre la pollution fait son chemin. Une sentence exemplaire, une sentence record vient d'être prononcée contre le capitaine d'un cargo bulgare reconnu coupable d'un déballastage volontaire au large d'Oléron. 200 000 €, c'est du jamais vu. À Brest, Sophie Mézel, Claude Barnier.
Son capitaine plaidait non coupable. Il vient d'être condamné à une amende d'un montant exemplaire et jamais égalé, 200 000 €. L'affaire remonte à la fin juillet. Un navire bulgare, le Dobroudja, qui partait d'Espagne pour se rendre aux Pays-Bas, est pris au large de l'île d'Oléron en flagrant délit de rejet d'hydrocarbures en mer. L'étendue de la nappe de pollution, 5 km de long sur 500 mètres de large. Et juste devant, et encore sur zone, le Dobroudja, reconnu aujourd'hui coupable. 200 000 € c'est bien, mais nous espérons que la prochaine fois, l'amende sera doublée, car il faut enfin interdire aux capitaines et aux armateurs, car derrière tout ça, bien entendu, se cache un armateur, de continuer à polluer la mer. Cette condamnation sera-t-elle dissuasive? Pas si sûr. L'an dernier, sur 159 pollutions constatées, 18 ont été identifiées, mais 2 seulement ont fait l'objet d'une condamnation. La pollution encore, elle est souvent plus proche qu'on ne le pense, à l'intérieur même de la maison par exemple. D'où cette première campagne nationale. 700 logements tirés au sort seront soumis à des tests. Objectif, mieux lutter contre les allergies et l'asthme. Frédéric Monteil, Patrice Hacher. L'appartement est fraîchement rénové, impeccablement rangé. Un lit douillet, loin des agressions extérieures, erreur, car même le matelas cache des parasites microscopiques. Je prélève actuellement les acariens qui sont présents dans ce matelas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui sont sensibles, qui peuvent être allergiques. Dans les placards, solvants et produits d'entretien libèrent des dérivés de benzène. Les vêtements, les résines de bois, les shampoings relâchent en permanence des aldéhydes, des substances chimiques qu'on retrouve 9 fois plus dans les logements qu'à l'air libre. C'est souvent plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pourquoi ? D'une part parce qu'en fait on a beaucoup plus de sources à l'intérieur et qu'on est plus confiné et on a tendance à moins ventiler. Capteurs de poils de chien ou de chat, détecteurs de monoxyde de carbone ou de radioactivité, tout cet arsenal va être déployé dans 700 logements en France pendant 1 an. Objectif, évaluer la pollution invisible que nous respirons 14 heures par jour chez nous. On suspecte cette pollution d'être responsable de l'augmentation spectaculaire du nombre d'asthmatiques en 10 ans. Alors 2 conseils, aérez fréquemment votre logement et évitez la cigarette. Avec ses 4000 substances chimiques, c'est le principal polluant intérieur. L'environnement toujours, ça ne surprendra personne. L'Organisation météorologique mondiale a consulté ses relevés. L'année 2003 sera bien l'une des plus chaudes depuis un demi-siècle. La 3e en fait, après 98 et 2002. Nicolas Châteauneuf. Les Européens avaient rarement eu aussi chaud que l'été dernier. Ce sentiment est désormais scientifiquement confirmé par l'Organisation météorologique mondiale. Celle-ci vient de classer 2003 comme la 3e année la plus chaude jamais enregistrée depuis 1951. En prenant la moyenne des températures de 185 pays du globe, les météorologues en sont arrivés à ce chiffre. Il fait aujourd'hui presque 1,5 degré de plus qu'entre 1961 et 1990. Un réchauffement qui a provoqué des phénomènes climatiques extrêmes. Ouragans aux États-Unis, incendies monstres en Australie, canicule en Europe. Quant à la banquise de l'océan Arctique, elle n'a jamais fondu aussi vite. Mais le plus inquiétant, c'est qu'au classement des années les plus chaudes, 1998, 2002 et 2003 occupent les 3 premières places. Sur ce point, les scientifiques sont unanimes, le thermomètre va grimper de plus en plus vite. Une exposition très controversée aux États-Unis. Cet avion que vous allez découvrir n'est pas n'importe lequel. Il s'agit du B-29 Enola Gay. On va le voir dans un instant. Alors un petit souci pour voir l'Enola Gay qui avait largué la première bombe atomique à Hiroshima en 1945, qui avait fait 230 000 morts. Et de nombreuses manifestations ont marqué cette exposition qui est organisée à l'occasion du centenaire de l'aviation. Le premier vol piloté, c'était le 17 décembre 1903, toujours aux États-Unis. Nombreuses célébrations. En France, une réplique du premier avion, le biplan Flyer 1, décollera demain de Chartres. Romuald Bonan, Marie-Pierre Cassignard. De la toile de coton cousu main pour la voilure et du bois d'épicéa pour le fuselage. Et comme il y a 100 ans, les mêmes gestes en s'appuyant sur les plans de construction de l'époque, ceux du Flyer 1. Le premier avion au monde que ces jeunes passionnés d'aviation ont décidé de faire revivre, grâce à une réplique prête à s'envoler en utilisant les mêmes techniques rudimentaires mises au point par les frères Wright, 2 bricoleurs de génie.
Vous avez des câbles de vélo, vous avez des chaînes de vélo, vous avez des roues de vélo, etc. etc. Tout ça, c'est pas par hasard. Les frères Wright étaient constructeurs de vélos à l'époque, et donc ils ont utilisé ce qu'on avait sous la main. Il y a 100 ans, dans les dunes de Caroline du Nord, il fait plutôt frisquet. À 10h30, Wilbur et Orville Wright achèvent l'installation de leur machine de 274 kg au sommet de son rail de catapultage. Au 4e essai, le flyer vole sur 35, puis 60, puis 260 mètres en 59 secondes. L'Amérique réalise le premier vol piloté et motorisé 13 ans après les tentatives infructueuses du Français Clément Ader. Lui n'a effectué que des sauts de puce avec son aile en soie et en bambou équipée d'un moteur à vapeur. Clément Ader était encore dans l'imitation de la nature. Les frères Wright, c'est vraiment une rupture. Leur aéroplane, le Flyer, est un véritable aéroplane qui s'éloigne quand même beaucoup de l'aile de l'éole de Clément Ader qui avait une forme de chauve-souris. Dès lors, l'aviation n'arrêtera plus sa course folle pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. Grâce à des hommes d'exception comme Lindbergh qui en 1927 traversa le premier l'Atlantique d'une traite avec son Spirit of Saint-Louis. Grâce à des avions mythiques comme le Concorde, le plus rapide, toujours entre les deux continents, le Concorde qui a tiré sa révérence cette année, 100 ans après le premier vol des frères Wright. Sport, ski, bonne performance pour les Françaises en Italie. Laure Pecquegno a terminé 2e de ce slalom. Derrière la Suédoise Persson, qui domine la spécialité, Christelle Pascal, est 4e. Une disparition, celle de Martine Moléon. La journaliste avait créé la chaîne consacrée à l'emploi, qui s'appelle Demain. Elle avait également travaillé 4 ans pour notre antenne dans les années 80. Martine Moléon avait 48 ans. Et puis le prix Goscinny pour terminer. Depuis 15 ans, il récompense une bande dessinée pour son scénario. Il a été attribué cette année à Riyad Satouf pour Les Jolis Pieds de Florence aux éditions d'Argo. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. 20h55 du football sur France 2, Lens-Bordeaux, 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Dernier journal 1h20, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30 Télématin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Bernard Stasi, le président de la commission sur la laïcité. On se quitte sur ces images du doyen de l'humanité. Il est européen, il est espagnol. Joan Ruidevets-Moll, il a 114 ans. Il vit à Minorque, il a fêté son anniversaire il y a 2 jours avec ses petits frères, Perico, 103 ans, Joseph, 97 ans. Son secret de longévité, pas d'alcool, pas de café, beaucoup de sommeil et la cuisine méditerranéenne. À demain.